Bien, bonsoir à toutes et à tous. Merci beaucoup Katia Buffetry, merci Chloé Froissart d'avoir accepté cette invitation de la ville de Montpellier. 2 mots pour vous présenter. Katia Buffetry, vous êtes ethnologue, tibétologue et je vais reprendre mes notes tout de suite pour dire où vous travaillez. Vous êtes chercheuse au Centre de documentation sur l'ère tibétaine, donc c'est l'école pratique des hautes études, et vous êtes l'autrice d'un certain nombre de travaux et d'ouvrages de référence sur cette région du monde que vous connaissez mieux que nul autre ici, et vous êtes évidemment une des spécialistes incontestées du Tibet. On vous doit l'âge d'or du Tibet, 17e, 18e siècle, publié aux belles lettres. Et vous, Chloé Froissart, vous êtes professeure des universités en sciences politiques et histoire contemporaine à l'INALCO, au département des études chinoises, et vous avez co-dirigé avec Anne Cheng cet ouvrage. Donc vous voyez d'ailleurs en grand sur l'écran, Pensée en résistance dans la Chine d'aujourd'hui, publié cette année chez Folio Essai, donc chez Gallimard. On est très heureux vraiment de mettre à l'honneur aussi ce livre ce soir. Il est absolument passionnant. Grâce à vous, on découvre la pensée, la voix de 14, je crois, dans mon souvenir, une quinzaine de chercheurs, d'universitaires, chercheurs et chercheuses d'ailleurs, chinois, qui ont essayé et essaient encore de penser librement, de mener librement leurs recherches et leurs enseignements, avec toutes les difficultés que cela représente. Vous pouvez l'imaginer dans une société de plus en plus soumise au contrôle de l'État, à un contrôle idéologique, à un contrôle des publications, de la parole, des opinions et des instances d'enseignement, puisque l'université, évidemment, là-bas est mise sous coupe réglée. J'imagine que vous allez nous en parler ce soir et de bien d'autres choses encore. Je vous cède tout de suite la parole à toutes deux, non sans vous remercier encore. Un grand merci. Ça marche, oui. Un grand merci donc à l'Agora des Savoirs de nous accueillir si généreusement, chaleureusement ce soir. Et merci à vous d'être venus. On est là ce soir pour essayer de se représenter la Chine autrement que l'image que nous renvoient souvent les médias, qui est pas forcément très attrayante. De fait, la Chine aujourd'hui est revenue à une forme de totalitarisme, même si c'est important de le rappeler, parce que souvent aussi on a l'impression que d'autres grandes puissances, notamment les États-Unis, font de l'ombre et empêchent de voir la Chine telle qu'elle est. Et quelque part, la Chine a gagné aussi en termes d'image ces dernières années. En tout cas, l'image du Covid, la mauvaise image du Covid semble être un peu oubliée. Et ce soir, on est réunis aujourd'hui pour parler d'un autre angle, c'est-à-dire de ceux qui résistent, qui tentent de penser en résistance dans ce régime qui est revenu au totalitarisme. Donc Anne Cheng et moi-même, on a voulu faire ce livre qui donne avant tout la parole à des voix critiques, des intellectuels critiques dans ce régime, en donnant la primauté à des textes. Donc on traduit un certain nombre de textes d'intellectuels qui peuvent être anthropologues, sociologues, politistes, économistes, qui peuvent être à la fois des chercheurs, des enseignants-chercheurs au sein des universités chinoises, ou pour 2 d'entre eux, des écrivains indépendants. Tous sont actuellement en Chine, et alors que beaucoup d'intellectuels ont décidé de quitter le pays suite à l'arrivée de Xi Jinping au pouvoir. Et donc, ils continuent
à penser ce régime de manière critique, la société évidemment également, malgré toutes les contraintes auxquelles ils font face. Et c'est important pour nous aussi de désolidariser par là même les Chinois de leur régime, de revenir sur l'image qu'on a souvent de Chinois dociles, identifiés au régime de Xi Jinping, et montrer que beaucoup savent dans quel régime ils sont et qu'ils n'en pensent pas moins. Il s'agissait également pour nous de rendre hommage à des intellectuels courageux qui souvent sont des amis ou ont été des collègues, des gens avec qui nous avons travaillé, pour lesquels nous avons beaucoup d'estime et qui aujourd'hui sont malheureusement souvent marginalisés, empêchés d'enseigner, de publier, souvent assignés à résidence quand ils ne sont pas en prison. Et aussi en passe d'être oubliés. Nous appuyons sur des textes qui ont pu être publiés dans des interstices souvent éphémères, sur des plateformes, dans des livres qui ont été censurés, qui ont disparu en ligne, voilà. Souvent, donc il y a une volonté de collecte de données qui disparaissent aussi, hein, et de faire donc connaître ces voix à un grand public en France et en Chine, où elles sont de facto de plus en plus inaudibles et tendent à disparaître, à être oubliées. En raison de la contraction de l'espace du débat et de la critique sous Xi Jinping. Ce sont des intellectuels qui tentent d'une manière générale de penser malgré donc les contraintes politiques et idéologiques du régime dans lequel ils sont, et qui tentent de continuer à maintenir des repères là où le Parti communiste tente de les effacer, de changer la signification des mots, d'imposer son narratif. Et il nous a été, et c'est aussi l'occasion pour nous de rappeler que la fonction d'intellectuel critique ne vient pas à l'origine d'Occident, hein, mais qu'elle est très profondément ancrée dans la tradition chinoise, dans l'image, dans la fonction du lettré fonctionnaire. La figure du lettré fonctionnaire dont faisaient partie souvent les historiens de cour, qui avait le devoir autant de conseiller l'empereur que de lui faire des remontrances. Et ce qu'on a mis en exergue avec ce caractère sur la couverture du livre qui se prononce Tian et qui renvoie justement à cette institution de la remontrance. Alors, bon, le livre n'est pas exhaustif. Il y aurait eu beaucoup d'autres personnes qui auraient mérité d'y figurer, mais voilà, on a privilégié les personnes aussi encore une fois, on connaissait bien et auxquelles on voulait rendre hommage. Alors, pour rappeler peut-être un tout petit peu le cadre dans lequel s'expriment ces intellectuels. Donc la Chine est revenue à une forme de totalitarisme depuis l'arrivée de Xi Jinping au pouvoir, donc qui a accédé, qui est devenu premier secrétaire du parti à l'automne 2012 et président de la République populaire de Chine en mars 2013, et qui donc depuis règne sans limite, puisque il a en 2018 amendé la Constitution en faisant sauter la limite de 2 mandats qu'avait instauré Deng Xiaoping au lendemain du maoïsme. Donc on est face au retour d'un chef suprême qui dirige à vie, et donc qui s'oppose à la direction collégiale qui s'était imposée, qu'avait tenté d'imposer Deng Xiaoping à l'ère des réformes, à la tête d'un parti qui dirige tout et qui vise à absorber l'ensemble de l'État et de la société.
Donc la Chine est aujourd'hui un pays dominé par la surveillance, le contrôle, la censure. Et on voit ce totalitarisme s'inscrit notamment dans un double mouvement de recentralisation, de concentration du pouvoir dans les mains de Xi Jinping, qui a créé des commissions ad hoc, dont celle une commission sur la sécurité nationale, et un autre mouvement de pénétration du parti dans les structures de la société, les organisations sociales, les entreprises, les communautés de quartier et bien sûr les universités, bien plus profondément qu'ils ne faisaient auparavant. On a un retour important de l'idéologie qui est revenu au premier plan sous Xi Jinping. Dès son arrivée au pouvoir, le président a associé la chute de l'URSS à son renoncement à l'idéologie. Et donc, il a mis l'idéologie à nouveau au premier plan, et notamment sa pensée qui a été inscrite dans les statuts du parti dès 2017, ce qui est une première pour un premier secrétaire du parti depuis Mao Zedong. Il y a un document qui a fuité à l'été 2013 qui s'appelle document numéro 9 et dont le titre officiel était rapport sur la situation dans la sphère de l'idéologie, et qui a énuméré tout ce qui était interdit dans le but de sevrer la Chine des influences occidentales, notamment du libéralisme, donc tout ce qui a trait aux valeurs universelles, à la société civile, au constitutionnalisme, au néolibéralisme en économie, ce que le parti appelle le nihilisme historique, c'est-à-dire tout ce qui a trait à un discours, à une version de l'histoire qui contredit la version officielle, le journalisme à l'occidental, c'est-à-dire le journalisme fondé sur l'enquête et les faits, etc., et vérification des informations, tout ça est aujourd'hui banni. Un second mouvement a été de mettre l'accent sur l'orthodoxie idéologique. Donc les enseignants chercheurs ont été appelés à contribuer à l'élaboration de l'idéologie. Xi Jinping a prononcé des appels réitérés aux intellectuels à contribuer à ce qu'ils appellent l'innovation théorique, c'est-à-dire l'idéologie du régime. Donc les intellectuels en Chine, comme souvent dans les régimes autoritaires ou totalitaires, sont en première ligne de ce durcissement du régime, puisque justement ils sont dans une démarche de recherche dans la vérité, de critique, de questionnement, éventuellement des veilleurs de conscience. Ils sont en première ligne dans souvent les mouvements pour la justice, et évidemment, d'autant plus que dans les universités, en tout cas, le parti a mis en place une surveillance à 3 pieds pour s'assurer que tout ce qui est dit et écrit est conforme à l'idéologie du régime. Alors, non seulement le contrôle du parti qui absorbe toutes les structures administratives des universités et qui contrôlent au plus près ce qu'écrivent et disent les enseignants-chercheurs, un contrôle technologique aussi avec des caméras qui ont été notamment instaurées dans toutes les salles de classe et les amphithéâtres et qui enregistrent aussi bien le son que l'image, et aussi une surveillance humaine avec des étudiants souvent recrutés ouvertement pour faire des rapports sur ce qu'enseignent leurs professeurs. Donc il y a une forme d'homogénéisation du champ du savoir qui s'en est suivi en Chine, et tous les auteurs qu'on a choisis, en même temps, malgré cette homogénéisation du savoir, il y a quand même des interstices. Et ça, c'est vraiment important de le rappeler. Pour qui sait s'y prendre, il y a quand même des manières de s'exprimer. Et c'est là l'un des objectifs fondamentaux du livre, c'est de montrer comment, non seulement ce que pensent ces intellectuels, mais comment ils le font. C'est à la fois rendre compte des débats qui ont
cours ou eu cours à l'époque Xi Jinping, comment les intellectuels appréhendent le régime, notamment, on parle notamment, il y a 4 parties, une sur l'écriture de l'histoire, une autre sur les juristes constitutionnalistes et la manière dont ils analysent le régime, une autre sur les questions de marge, de minorité, et donc du devenir de la diversité de ce pays, continent qu'est la Chine, où se coexistent 56 minorités, enfin nationales, donc de devenir de cette diversité à l'épreuve de l'unité forcée que veut imposer le parti. Et en dernière partie, on parle également de la réaction, la résistance des citoyens face à ça, et de la manière dont ces intellectuels l'abordent et éventuellement l'encouragent. Alors, les auteurs que nous avons choisis ne sont pas des dissidents. En tout cas, ils ne se présentent pas comme tels, même si le parti peut parfois les catégoriser de cette manière. Ce sont avant tout des intellectuels, des chercheurs qui veulent faire honnêtement leur travail. Et même si certains d'entre eux, une grande partie d'entre eux, faut bien le dire, s'inscrivent dans une tradition de pensée libérale, ils sont avant tout mus par le désir de rechercher la vérité, de la recherche de la vérité. Donc, en cela, on peut penser aussi à un Václav Havel en Tchécoslovaquie, pour qui la résistance au pouvoir, c'était avant tout de vivre dans la vérité face aux mensonges du pouvoir. Ce sont souvent aussi des chercheurs qui refusent les catégories imposées par le pouvoir et les interrogent, les déconstruisent un peu à la manière d'un Sławomir Miłosz, qui était un écrivain polonais, qui justement s'interroge sur ces catégories imposées par le pouvoir communiste dans les années 50, début des années 50 en Pologne, dans un livre fameux qui s'appelle La pensée captive. Ces intellectuels, ces chercheurs, ce sont aussi des gens qui parlent au pouvoir au nom et pour la société, au nom de et pour la société. Mais ce qui est important de rappeler, c'est que ce qui les anime, c'est avant tout, ce sont avant tout des patriotes qui se disent préoccupés de l'avenir de la Chine et du reste de l'humanité. Et ils ne s'inscrivent pas du tout dans une démarche d'opposition frontale au pouvoir, avec lequel ils espèrent néanmoins maintenir un dialogue constructif, même si c'est devenu de plus en plus difficile sous Xi Jinping. Alors, ce qu'on a voulu, on a pris des différents textes, tous dans le domaine public, qu'on a traduits et qui qui sont de nature absolument diverse. Alors il y a par exemple des conférences qui ont été données en ligne et ensuite retranscrites. Il y a des textes de recherche qui ont été publiés dans des revues tout à fait sérieuses. Il y a des textes plus personnels. Je pense notamment au texte très beau texte d'Ilham Tohti, qui est un universitaire, un économiste politique ouïghour, qui est enseigné à l'université des minorités à Pékin, et qui a beaucoup travaillé sur la question des inégalités entre les Ouïghours et les Han, et sur il les nommait pas comme ça, mais sur les processus de fait de colonisation du Xinjiang par les Han, mais toujours et sur aussi les questions de culture. Il avait avant tout à cœur d'essayer de
convaincre qu'il fallait rétablir, corriger ces inégalités socio-économiques entre les Han et les Ouïghours, qu'il fallait favoriser la compréhension entre les peuples. Et il a été dénoncé par certains de ses étudiants et malheureusement emprisonné en septembre 2014 à vie. Donc, on a également, voilà, c'est une diversité de types de textes pour montrer que y a une diversité de supports possibles et donc de formes de textes. Et puis, pour montrer donc, d'essayer de saisir ces interstices dans lesquels le débat critique, le débat et la critique restent encore possibles, bien que de manière éphémère et par des voies détournées. Alors, chacun a un peu ses propres tactiques pour brouiller les pistes. Évidemment, le recours à l'hétérotopie, c'est-à-dire ou à l'uchronie, c'est-à-dire déplacer ce qu'on veut dire sur la Chine dans un autre temps ou un autre espace, évidemment, sont des procédés prépondérants et qui ont été beaucoup utilisés aussi par les intellectuels sous Mao. Alors, certaines tactiques sont même très élitistes, hein, et celles seules avec un discours assez crypté, celle que seuls quelques initiés peuvent comprendre, et je pense notamment à un historien des idées spécialiste de la pensée chinoise qui s'appelle Xu Tilin. Et dans le texte que nous traduisons, il déplace la réflexion vers le Japon en s'intéressant à Murayama Masao, qui est un intellectuel libéral et critique du fascisme japonais des années 30, en se demandant si les Japonais comprendre les Chinois sont naturellement fascistes. Et ce qui intéresse Utiline, c'est de départager ce qui est de l'ordre du particularisme culturel ou de la contingence historique, de l'universalisme moral qui constitue tout homme dans sa subjectivité et qui explique que, selon lui, donc les Japonais comme les Chinois sont capables de résister au fascisme. Et on voit aussi en sous-main comment il appelle ses compatriotes à résister. D'une manière générale, on a beaucoup de textes qui refusent l'opposition simpliste entre valeurs chinoises et valeurs universalistes. C'est aussi le cas d'un autre très beau texte d'une politiste qui s'appelle Liu Yu, qui est professeur donc de sciences politiques à l'université Tsinghua, une université qui me tient particulièrement à cœur puisque j'y ai travaillé, dirigé un centre de recherche pendant 4 ans en sciences sociales, et qui fait un cours en ligne sur le fameux texte d'Hannah Arendt sur la banalité du mal, se demandant donc comment est-ce que les hommes en viennent à faire le mal. Et évidemment, elle met bien en exergue qu'il ne s'agit pas là uniquement d'un cas qui s'est passé en Allemagne et que ça ne concerne évidemment pas que les Allemands. Et sa manière de procéder, si vous voulez, d'une manière générale, c'est d'avoir recours à la politique comparée avec le comparé, c'est-à-dire la Chine, qui est toujours absent. C'est-à-dire que voilà, c'est le détour par les autres pays qui invite les Chinois à réfléchir, en l'occurrence à travers ce texte, qui vise à leur donner des clés de compréhension du régime dans lequel ils vivent, à les faire réfléchir à la manière dont ils participent à son fonctionnement, parfois et même souvent à leur insu, et d'éveiller leur conscience de citoyens sur le rôle qu'ils ont dans le régime de Xi Jinping. Donc, une partie des messages des textes est donc co-créée par le lecteur ou l'auditeur lorsqu'il s'agit de cours en ligne, et de sorte que chacun tire un peu ses conclusions.
évidemment, c'est une méthode pour contourner la censure, et toute l'habileté consiste à tabler sur cette réception. Donc, le sens est créé en fonction de des références que les lecteurs, les auditeurs possèdent, enfin les références culturelles, leur degré d'information. Et ce qui permet évidemment à l'auteur de pouvoir se protéger, hein. Il peut toujours se cacher derrière le fait de dire non, moi j'ai pas parlé des Ouïghours, j'ai pas parlé de comprenne qui pourra. J'ai pas qualifié le régime chinois de fasciste ou de totalitaire. Comprenne qui pourra. Donc c'est aussi une manière de poser le lecteur, de mettre le lecteur, d'inviter le lecteur à avoir une position active, qui est un premier pas vers la prise de conscience et peut-être donc vers l'action de résistance. Et c'est aussi parce que ces textes sont souvent un peu cryptés, hein, que nous les avons fait précéder d'une présentation donnant une grille de lecture, hein, permettant de décoder un certain nombre replaçant les textes dans leur contexte, et donnant des grilles, des clés de lecture pour pouvoir les comprendre. Mais certains de ces textes sont aussi tout à fait directs et clairs. Je pense notamment à un texte d'un grand spécialiste du confucianisme qu'a présenté Han Chung, qui s'appelle Ge Zhaoguang, qui s'insurge contre tous ces fournisseurs de contenu, hein, ceux qui donnent un contenu à la pensée Xi Jinping, et qui, en particulier, tous ces collègues qui travaillent sur le confucianisme et qui répondent à l'appel de pouvoir et font servir le confucianisme à des fins de légitimation du pouvoir. Ou encore, je pense aussi à Xu Zhongjun, qui est un constitutionnaliste très connu en Chine, qui a écrit un texte en 2018 pour dénoncer, au moment donc où la constitution chinoise a été amendée pour faire sauter la limite des 2 mandats présidentiels, pour dénoncer donc le retour du totalitarisme en Chine. Il y a également un très beau texte, un texte que j'aime beaucoup, d'un historien indépendant qui s'appelle Wang Lixiang, qui est un des textes, qui est un texte vraiment extrêmement intéressant, qui revient sur ce que c'est que le maoïsme et la manière dont dont on parle souvent d'un retour au maoïsme sous Xi Jinping, mais de quel Mao parle-t-on, de quel maoïsme parle-t-on? Et il nous aide à y voir un peu plus clair en distinguant le Mao d'avant 57 du Mao après 57. Donc il montre comment Xi Jinping se réfère à un Mao, au Mao d'avant 57, qui regardait vers l'URSS, à la fois comme modèle de développement et modèle politique, donc en mettant l'accent sur les fondamentaux du léninisme et du stalinisme, contrairement au Mao d'après 57. 57, c'est le moment où il prononce un discours extrêmement important, qui est de la juste solution des contradictions au sein du peuple, qui est un texte qui lui a permis de lancer plusieurs mouvements de masse, notamment les Sans-Fleurs et la Révolution culturelle. Et ce Mao qui est au fait de sa créativité, mais aussi de son pouvoir de destruction. Et il analyse le totalitarisme maoïste en montrant en montrant ce que signifiait la démocratie pour Mao. Donc je vous laisse découvrir cette très très belle analyse. Et puis il y a aussi des textes, le texte et je m'arrêterai là, le texte liminaire, donc qui ouvre le livre, que j'aime beaucoup également, d'une très grande historienne qui s'appelle Zhi Zhongyun, qui était ancienne qui est membre du parti, ancienne haute fonctionnaire, qui a un rôle extrêmement important
et qui est ensuite devenue chercheuse spécialiste des relations entre la Chine et les États-Unis, et qui, au tout début de l'ère Xi Jinping, hein, les textes que nous avons choisis, encore une fois, couvrent toute l'ère Xi Jinping. Donc, aujourd'hui, on est en 2025, presque 26, donc 13 ans, 14 ans. Donc, Xu Zhongyun, Zhe Zhongyun, au tout début de l'ère Xi Jinping, on ne savait pas très bien à quoi on avait affaire. Certains intellectuels pensaient que Xi Jinping allait poursuivre un peu dans la lignée de l'équipe dirigeante précédente, Hu Jintao, Wen Jiabao, vers plus de libéralisme, qu'il allait ouvrir d'autant plus la Chine, approfondir les réformes. Donc certains voyaient en lui un libéral. Peu voyaient en lui un conservateur, ce qui s'est finalement révélé être de manière extrêmement claire dès le fin de l'année 2013. Et Zhe Zhongyun, elle, voit très clair, sans doute parce qu'elle connaît très bien les rouages de l'État-parti, dont elle-même fait partie, et c'est aussi l'occasion de rappeler que la résistance, elle est aussi au sein du parti, et qu'il y a également des intellectuels au sein du parti. Dans ce très très beau texte, elle appelle les historiens à elle dit voilà, on va avoir à nouveau un arrimage une instrumentalisation politique de l'histoire, et elle invite les historiens à maintenir l'indépendance de leur discipline. Elle rappelle que dès la fondation de cette discipline, de la discipline historique au tournant du 3e ou 2e siècle avant Jésus-Christ, l'histoire avait un rôle extrêmement important, politique, qui était d'être un miroir des succès et des échecs des empereurs précédents, pour permettre à l'empereur qui régnait de bien gouverner dans l'intérêt du peuple. Et elle rappelle également qu'à certains moments de l'histoire chinoise, les traits fonctionnaires qui consignaient les faits et gestes de l'empereur dans les annales avaient un rôle quasiment de contre-pouvoir, puisque l'empereur n'avait pas le droit de consulter ces annales, et que le souci de laisser une bonne image de lui, de son règne, était aussi une forme une manière de le contraindre à gouverner avec bienveillance et dans l'intérêt du peuple. Et en revanche, elle rappelle aussi qu'à de tout temps, les empereurs ont tenté d'acheter les historiens, que beaucoup d'entre eux sont devenus également des hagiographes. Mais d'autres, et ça c'est vraiment important, ont tenu à écrire une histoire indépendante. Ils étaient même prêts à mourir pour la vérité historique, pour faire valoir la vérité historique au prince, et même d'écrire une histoire proche des gens, de la société, du peuple, etc. Donc elle rappelle cette tradition-là, et elle rappelle que l'histoire est vraiment une discipline absolument fondamentale sur le plan politique, parce que elle devient également une arme dans les mains des dictateurs. Et c'est de fait ce qui s'est passé sous Xi Jinping, qui a utilisé d'emblée l'histoire pour reconstruire des narratifs visant à imposer le pouvoir du parti, notamment sur les marges de l'empire, qu'il a tenté de ressoumettre à nouveau, alors qu'il y avait certains espaces de liberté qui avaient été octroyés au Tibet, en Mongolie, au Xinjiang, sous les équipes précédentes. Et ce que rappelle Zhe Zhongyun, c'est que qui veut éliminer son
un pays élimine d'abord son histoire. Et c'est vraiment dans cette perspective dans laquelle se place également Tserine Bowser, qui est dont va vous parler Katia, et les répercussions sur ce qui se passe aujourd'hui chez nous. Bonsoir, oui ça marche. Donc moi aussi je voudrais remercier Agora pour cette invitation et effectivement je vais parler d'un article qui est dans ce livre qui est écrit par une Tibétaine qui s'appelle Tsering Ezer. Tsering Ezer est une poétesse très connue au Tibet. C'est la voix tibétaine qui nous apporte beaucoup de renseignements parce que elle est connue, elle parle beaucoup sur les blogs, elle connaît parfaitement les limites et elle n'est pas en prison, elle est souvent en résidence surveillée, mais elle est à l'extérieur. Elle se définit comme tibétaine, écrivaine, exilée de l'intérieur car elle n'a plus le droit de vivre à Lhasa et bouddhiste. En fait, elle a un parcours assez intéressant puisqu'elle a été éduquée par un père sino-tibétain qui était dans l'armée populaire de libération, une mère tibétaine et elle était parfaitement intégrée elle parlait à l'époque, elle ne parlait pas tibétain, juste chinois, elle écrit parfaitement le chinois. Et puis elle dirigeait une revue littéraire à Lhasa, donc tout allait bien. Et un jour, elle a lu un livre sur le Tibet et elle s'est dit, mais tout ce qu'on m'a raconté, mais c'est tout faux. Et elle s'est mise à creuser. Et tout d'un coup, un nouveau monde s'est ouvert à elle et elle est sortie de cette propagande qu'elle avait avalée. Elle a appris le tibétain, qu'elle parle très bien, mais elle n'écrit pas le tibétain. Elle écrit toujours en chinois. Et elle est extrêmement curieuse, donc elle s'est intéressée à tout ce qui se passe. Et dans l'article que nous présentent Chloé et Anne Cheng, en fait, c'est un article qui parle d'une chose qu'elle aime beaucoup, qui sont les montagnes sacrées au Tibet. Donc elle va parler du Kailash, mais qui est la montagne sacrée à l'ouest du Tibet, qui est la montagne la plus connue au Tibet. Et elle va en parler, en fait, à partir de Limi, qui est une petite enclave du Népal, à l'ouest du Népal, avec une population de langue et culture tibétaine. Et en fait, lors d'un pèlerinage au Kailash, Ezer a pris une photo d'un moine qu'elle a mis sur Instagram ou Facebook, je ne sais plus. Et un Limipa, comme on dit, quelqu'un de Limi, a reconnu un membre de sa famille et l'a contacté. Donc, ils ont parlé comme ça et elle a découvert Limi, donc elle a commencé à chercher dans des livres qu'est-ce que c'était que Limi. Elle a découvert que Limi était une région fort intéressante puisque c'est là où un grand traducteur au Xe siècle, Rinchen Zangpo, s'était installé, avait construit des monastères, s'est perdu à la frontière et en fait c'est devenu népalais en 1961. Et à partir de là, elle raconte l'histoire, elle refait vivre Limi et surtout, elle parle de ces frontières qui sont des barrières culturelles, des barrières politiques et tout, et qui, dans ce cas, quand même, ont permis de sauvegarder une culture des bâtiments. C'est-à-dire que juste de l'autre côté, si cette frontière a empêché beaucoup de vie, a cassé la vie sociale, a cassé la vie des nomades puisqu'ils emmenaient leur bétail l'hiver pour pâturer au pied du Kailash. Ça a cassé leur vie religieuse, ils ne peuvent plus aller au Kailash. En revanche, ce qu'elle montre, qui est quand même aussi important, c'est qu'en fait, grâce à ces frontières-là, ça a sauvegardé une culture, une langue, et elle retrouve dans tout ce que lui raconte et dans les textes qui sont écrits sur Limi, elle retrouve une culture, une religion, quelque chose qui est pratiqué. Elle retrouve des danses, elle retrouve en fait la culture tibétaine, la religion tibétaine, pratiquée dans une région très proche, mais très lointaine à cause de la frontière, permet quand même de garder cette culture, cette religion qui, au Tibet même, traverse un très 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 mauvais moment. Vous avez dû en entendre parler. Donc Ezer, qui est un personnage
très bouddhiste. Le bouddhisme marque tous les actes de sa vie. C'est quelqu'un qui est plein d'humour, c'est quelqu'un qui est très gai en dépit des conditions qui sont souvent difficiles. Et c'est vrai, hein, elle est remarquablement gaie. Enfin, on voyage beaucoup ensemble quand on peut. Et elle en fait revivre donc cette petite enclave de Limy et dont elle est quand même assez fascinée puisqu'elle retrouve en fait un Tibet qu'elle a quand même connu. Elle est née en 66, juste au début de la révolution culturelle, et elle raconte aussi que dans ce petit Limy, qui est donc un Tibet hors du Tibet, les habitants avaient été invités lorsqu'ils ont tracé la frontière. Il y a eu donc la frontière était tracée comme on trace les frontières. Donc il y avait des gens qui étaient d'un côté et de l'autre. Des familles ont été séparées et les gens ont eu un an quand ils étaient du côté népalais pour choisir s'ils voulaient passer du côté chinois. Ou s'ils voulaient rester au Népal. Et donc, dans la région de Limy, ils ont fait une divination à leur divinité protectrice et il s'en est suivi que la réponse a été non, nous restons au Népal. Et donc, elle retrouve, dans cet article, elle explique combien elle retrouve dans ce Tibet hors du Tibet, sa culture et sa religion. Si vous vous intéressez après l'article donc à Heuser, elle a écrit d'autres livres dont un certain nombre sont traduits en français, livres de poèmes ou livres de prose, les deux. Elle se bat bien sûr pour la sauvegarde des coutumes du Tibet et elle fait partie aussi bien entendu des gens qui veulent sauvegarder l'existence du Tibet en conservant son histoire et tout ce que cela représente. Et donc, c'est là où on va en venir à parler un peu des musées, parce que nous avons de mauvaises expériences en France actuellement. Et depuis quelques années, la Chine a une propension forte à s'ingérer dans les musées. Et c'est vrai que jusqu'à l'exemple le plus médiatisé et qui avait quand même fait beaucoup de bruit, c'était le musée de Nantes, où le directeur voulait faire une exposition sur Gengis Khan, une exposition qui était au départ appelée Gengis Khan, fils du ciel et des steppes, à la naissance de l'Empire mongol. Et donc, au départ, il y a eu un accord avec la République populaire de Chine et il était tout à fait entendu que des objets viendraient de Chine. Et donc, tout était installé, tout était décidé. Et juste au dernier moment, il devait recevoir 225 objets. Et au dernier moment, les autorités chinoises ont écrit au directeur en lui disant qu'il était bien évident que le mot Gengis Khan, empire et mongol n'apparaîtrait pas dans l'exposition. C'est un petit peu difficile de faire une exposition sur Gengis Khan sans mongol, sans son nom. Enfin, il devenait un guerrier chinois, c'était les steppes de la Chine, etc. En plus, on lui a précisé qu'un synopsis écrit par le Bureau du patrimoine de Pékin, qui allait présenter le narratif chinois de l'histoire mongole, tel qu'il l'entendait. Donc, le musée de Nantes a refusé totalement, a rompu tous les accords avec la Chine, et à ce moment-là, il a recommencé à zéro. Il a fait une exposition qui a été ouverte en 2023, qui était magnifique, et ça n'était fait qu'avec des objets de collection privée et des musées de France et puis d'Europe. Et donc, en ce qui concerne le Tibet, c'est que jusqu'en 2023, lorsque vous parliez du Tibet dans les revues chinoises en langue anglaise, par exemple, on avait toujours le mot région autonome du Tibet. Un chercheur en 2023 a expliqué que ce mot Tibet devait être supprimé au profit de Xizang, l'appellation chinoise, car, a-t-il expliqué, lorsque vous parlez
en Occident de Tibet, tout de suite, les gens pensent à ce grand Tibet. Vous savez, ce Tibet que défend le Dalai Lama, donc le séparatiste, et qui ne correspond nullement aux divisions administratives chinoises, donc il n'a pas d'existence. Donc, à partir de ce moment-là, il y a eu quelques problèmes. Tout d'abord, nous avons constaté qu'au musée du Quai Branly, le nom Tibet avait disparu au profit de Xizang, et là, ça a été de Xizang, et ça a été fait déjà il y a quelques années. Et d'après des renseignements que j'ai eus, ils avaient choisi de mettre Xizang parce que, nous ont-ils dit, il y avait des touristes chinois qui avaient été choqués de voir Tibet, et pour ne pas les déranger, on a mis l'appellation chinoise. Un peu comme si vous voulez, vous allez dans un musée, vous voyez Allemagne, ben vous allez voir le directeur, vous lui dites je ne supporte pas Allemagne, il faut marquer Deutschland. Donc le soir, il vous change. Pareil pour England, etc. Donc là, ça a posé quand même un problème sérieux puisque ça n'avait plus aucun sens. Et eux, après, le musée du Quai Branly n'est pas un musée particulièrement dédié à l'art tibétain. Ils ont 2 vitrines. Et très rapidement, il faut dire, un mois après une lettre ouverte que nous avons faite et des manifestations de Tibétains, ils se sont excusés et ont décidé de revenir au terme, au nom Tibet. Donc ça a été corrigé assez rapidement. En ce qui concerne le musée Guimet, les choses sont beaucoup plus compliquées. Donc, le but, en fait, de la Chine, et Chloé l'a très bien expliqué avec cette historienne, dont je ne prononcerai pas le nom parce que ça t'énerve, ma prononciation n'est pas bonne. Et donc, l'objectif de la Chine est donc, en fait, la reconfiguration du discours international, précisément pour atténuer le fait que depuis 75 ans, c'est un territoire occupé, et que ce territoire du Tibet, c'est un quart de la Chine, c'est 2 500 000 km², un quart de la République populaire de Chine, et c'était un pays indépendant de facto de 1913 à 1950, date de l'indépendance, lapsus intéressant, date de l'invasion, un lapsus révélateur, et donc, les Tibétains, qui étaient très peu nombreux, ils étaient 6 millions sur un territoire de 2 500 000 km², c'est vrai. Et ils avaient une culture, une religion, une civilisation, une histoire totalement différente et indépendante de celle de la majorité chinoise Han. Donc, au musée Guimet, on a vu des changements apparaître à la suite de la réouverture de certaines des salles qui s'appelaient au départ Tibet-Népal et qui contenaient des objets du Tibet et des Népal. Et là, il se trouvait que 2024 a été l'année des 60 ans, de l'anniversaire des 60 ans de l'établissement des relations diplomatiques entre la Chine et la France. Donc, il y a eu une rénovation des salles, et au moment de la réouverture, et alors que débutait l'année de commémoration, qui était aussi l'année de commémoration du tourisme chinois avec la Chine, on a vu apparaître une expression totalement étrange, c'était monde himalayen, art tibétain. Donc, la communauté scientifique a commencé à s'interroger, on a fait une lettre ouverte, et puis en cherchant un petit peu, on a vu que, alors, monde himalayen, on parlera peut-être du monde himalayen après parce que j'avais mis l'autre carte avant. Et il y avait donc, il y a eu 4 expositions durant cette année de commémoration, 4 expositions qui étaient faites conjointement avec la République populaire de Chine. Et l'exposition la plus importante, c'était une exposition sur la Chine des Tang. Et là, je veux bien la carte, s'il vous plaît. C'est pas la Voilà, c'est très bien. Donc, c'était une exposition sur la Chine des Tang.
Et donc l'empire Tang était un empire dont on ne conteste nullement la force, l'inventivité et la richesse. Mais il se trouve qu'à cette époque, il y avait un autre empire qui luttait contre les Tang, et c'était l'empire tibétain. Les Tibétains avaient même réussi à aller en 763 jusqu'à la capitale Tang et à l'occuper 15 jours, je reconnais, mais avaient changé quand même, avait enlevé l'empereur de son trône. Et donc, dans cette exposition, le terme Tibet n'apparaissait pas, et empire encore moins, et on avait une expression très étrange qui est tout beau. Or, toute personne ne sait ce qu'est tout beau, mais pour les spécialistes, on sait que tout beau est une lecture fautive du terme Tufan qui signifiait les Tibétains à l'époque Tang. C'est une lecture contemporaine qui a été dénoncée dès 1915 par Paul Pelliot, qui était un très grand sinologue, et reprise par beaucoup d'autres sinologues dont personne jamais en dehors de la Chine n'utilise l'expression de tout beau. Et donc, c'était fait de manière assez subtile quand vous ne connaissiez pas, c'est-à-dire que vous s'était présenté comme la dynastie Tang avec l'époque Tubo. Donc, pour les gens qui ne connaissent pas, ça voulait dire que c'était une époque de la dynastie Tang. Et tout était fait pour intégrer les soi-disant Tubo dans la dynastie Tang, ce qui fait que vous sortiez, vous n'aviez pas la moindre idée, il n'y avait aucune carte, et vous n'aviez pas la moindre idée du fait que les Tubo, c'était les Tibétains, et qu'à cette époque, vous aviez deux empires qui étaient très forts et qui se battaient, et dont les moyens d'entente étaient comme dans tous ces empires, des relations matrimoniales et des tribus et tout ça. Et cette expression tout beau apparaissait dès la chronologie. Il en était de même d'ailleurs pour les Ouïghours, dont bien évidemment le nom apparaissait sous Xinjiang, ce qui n'a jamais existé à l'époque Tang, et c'était présenté de la même façon, c'est-à-dire on voyait que ce soit les Ouïghours, que ce soit les Tibétains, ils étaient des subalternes de la dynastie Tang. C'est-à-dire que l'histoire, lors de cette, pour faire simple, lors de cette exposition, l'histoire tibétaine était racontée selon le narratif chinois. Ça pose quand même un problème important. Et s'il est vrai que faire disparaître de l'histoire à cette époque l'empire tibétain est quand même très problématique, je pense, pour un musée, surtout que c'est le plus grand musée d'art asiatique d'Europe. Et en fouillant, on se rend compte alors que effectivement, il y avait que les expositions étaient organisées entièrement par un organisme, un département du gouvernement chinois, que les fonds venaient de holding dont l'une était tenue, et ça ce sont pas des choses secrètes, hein, vous trouvez ça tout facilement si vous cherchez sur internet, que c'était tenu, donc l'argent arrivait du Front Uni. Le Front Uni, c'est un département du Parti communiste dont les membres ont pour rôle d'attirer à eux des gens non convertis au parti et de leur faire accepter et répandre ensuite les théories du parti. C'est un organe d'influence, et l'argent vient de là et d'une autre holding qui est liée à l'Armée populaire de libération. Donc ça posait quand même un problème sérieux, mais jusqu'à présent on n'a pas réussi à faire grand-chose. Ensuite, on a découvert que dans le conseil d'administration, dès 2023, on a vu arriver au conseil d'administration de Guimet des gens comme Jean-Pierre Raffarin, qui est quand même connu pour être assez proche de la Chine. Il y avait également Giscard d'Estaing, le fils qui était jusqu'à récemment le directeur du
du club méditerranéen en Chine, et il y avait également, il y a maintenant en plus l'artiste chinoise franco-chinoise qui avait fait les décorations lors de cette année de commémoration. Et donc c'est vrai que ensuite, dans les salles, dans l'exposition, on avait Toubeau. Dans les salles, ils nous ont pas mis Toubeau, ils n'ont pas osé, mais ils avaient mis donc monde himalayen. Et c'est là où il y a toujours un problème, parce que monde himalayen, art tibétain, c'est un peu pour moi comme si vous alliez dans un musée français où vous avez des objets, je sais pas, bretons, corse, et que l'intitulé soit Monde pyrénéen, art français. Vous auriez quand même une surprise. Et donc, ça revient à ça, on n'arrive pas à le faire comprendre, parce que l'Himalaya n'est en fait, comme vous le voyez, enfin non, j'ai pas mis la bonne carte. C'est la frange sud du Tibet, et au-delà, vous avez les 2 500 000 km², c'est juste la frange sud qui le sépare du Népal, entre autres, et de l'Inde, et du Bhoutan, aussi du Pakistan. Et tous les pays himalayens, ce qu'on appelle les pays himalayens, c'est-à-dire Laos, Spiti, Ladakh, Bhoutan, Sikkim, ce sont des pays qui ont des langues différentes, des histoires différentes, des religions différentes. C'est absolument pas un monde culturel, religieux, homogène. Et donc le Tibet ne fait pas partie du monde himalayen. Donc, on en est maintenant. Il y a eu des actions enfin, le monde académique s'est soulevé, la presse nous a beaucoup soutenus, et il y a actuellement la communauté en exil aussi a beaucoup agi et a fait des manifestations tous les dimanches depuis maintenant 1 an à peu près devant le musée Guimet, pour expliquer l'importance de garder le nom, parce que, et Chloé l'a bien expliqué à travers cette historienne, la première chose que l'on enlève, ce sont les noms. À chaque fois qu'un pays est occupé, on va changer les noms des rues. Et là, vous allez faire disparaître avec chaque rue, avec chaque nom. Si vous dites à quelqu'un, vous allez au Xizang, ben, la personne va vous dire, ah bon. Bon, mais si vous dites que vous allez au Tibet, tout de suite, les gens vont penser à bouddhisme, grand territoire, montagne. Ça évoque quelque chose. Xizang, ça n'évoque rien. Et donc, la Chine sait très bien ce qu'elle fait en faisant ça. Donc, que la Chine fasse ça, ce n'est pas très étonnant. Mais que des musées français acceptent, parce que si vous mettez monde himalayen, vous allez dire c'est peut-être moins grave que Xizang. Mais le but est le même, c'est que vous faites disparaître l'identité, l'histoire de ce pays et donc de ce peuple. Donc nous, on va continuer à se battre, d'autant plus que vous, comme vous le savez, vous avez ici un musée, le musée Fabre, où j'ai vu une très belle exposition aujourd'hui, mais qui est aussi un Guimet Plus. Vous allez avoir une exposition sur la Chine et bientôt vous aurez une exposition sur le monde himalayen. Donc, on essaiera d'obtenir qu'il soit marqué dans l'exposition des objets tibétains, Tibet et monde himalayen, afin d'obtenir une reconnaissance de l'existence de ce pays qui traverse une mauvaise période, mais qui a une culture qui date de plus de 1000 ans, de plus de 2000 ans, qui a une langue, qui a une littérature extraordinaire et que nous allons continuer à défendre. Voilà, merci. Merci de votre intervention. Je voudrais dire... Oui, pardon. En Chine, les Tibétains ne sont pas défendus. Les Han ne défendent pas les Tibétains. Ils ne défendent pas la reconnaissance du Tibet. Oui, vous êtes d'accord? Donc c'est un combat occidental. Non, il y a des gens en Chine qui reconnaissent, par exemple, Euser est marié à Wang Lingchong. C'est ça, on est d'accord. Donc, effectivement... Il y a des exceptions. Non, c'est une minorité. Il y a des bien sûr. intellectuels.
Mais la majorité de la population, Ben non. c'est non. Ils ont été élevés avec la propagande qui leur dit le Tibet a toujours appartenu à la Chine depuis des temps immémoriaux. Donc, Non, mais d'accord. Donc c'est un combat occidental. Et ce que, oui, il y a quand même une communauté en exil, hein. On a légitime. Non, non. Mais, vous avez non, pas qu'occidental. Vous avez Lisez le livre, vous Oui. verrez bien qu'il y a... Et puis il y a toute une communauté en exil qui se bat pour la reconnaissance. Il y a un chef totalement légitime. Et là, au moins, c'est le seul point où l'exil et la Chine est d'accord. Le Dalai Lama actuel est reconnu comme totalement légitime. Le prochain, ce sera différent. Mais celui-ci, voilà, des deux côtés. Les Tibétains, on est d'accord. Attends, je connais quand même un peu. Hein. Mais et je voulais demander à Madame Chloé Froissart, la façon dont vous avez présenté la Chine totalitaire sous Deng Xiaoping, on est d'accord, hein, mais c'est comme si du temps de Deng Xiaoping en particulier, c'était la liberté. Il y a eu quand même 89, la répression, etc., etc. Et dès qu'il y avait une petite manifestation d'étudiants, d'intellectuels, c'était la répression. Donc, qu'il y ait eu une accélération avec Li Peng, peut-être, mais la répression, le totalitarisme de la Chine est pas nouveau. Non, c'est pas nouveau. Hein? On était passé, c'est pas nouveau puisqu'il y a eu le totalitarisme maoïste. Mais à partir de Deng Xiaoping, si vous voulez, il y a eu une politique de réforme et d'ouverture qui a permis de passer à un régime, comme disait Václav Havel, post-totalitaire. On était une forme un régime autoritaire au sens où il y avait un pluralisme limité, capacité des intellectuels à exprimer une certaine critique pour autant qu'ils ne remettaient pas en cause directement le régime. Si vous voulez, je fais vraiment la distinction entre ce qu'il est possible de dire, d'écrire, et là-dessus la censure a été vraiment énormément renforcée sous Xi Jinping, et le contrôle, et ce qu'il est possible je veux dire, 89, c'est vraiment là aussi, c'est un exemple extrêmement très très important, mais très spécifique, si vous voulez, puisque c'est un mouvement qui a embrasé toute la Chine, d'ailleurs pas qu'à Pékin, et qui a véritablement, le régime s'est senti véritablement remis en cause. La question, c'est aujourd'hui, on est revenu à une forme de contrôle et de surveillance qui rendent très difficile, si ce n'est impossible, en tout cas très difficile, des formes de critique qui étaient tolérées aux époques précédentes, et en particulier à l'époque de Hu Jintao ou Wen Jiabao. Je dis pas qu'on était, la Chine n'a jamais été démocratique, hein, c'est pas, mais il y a un durcissement, un resserrement du régime qui est tout à fait manifeste sous Xi Jinping. Bonjour à toutes les deux. Je tenais d'abord, premièrement, à vous remercier pour cette information. Et ma question s'axe pour Madame Chloé Froissart, plus précisément. Ce serait, selon vous, en prenant en compte que ce soit vos recherches, vos récits et surtout vos prises de parole, pensez-vous que la Chine adopterait une position de défense quelconque face à vous si vous étiez amené à retourner en Chine? Je vois pas qui parle. Bonjour. Ah. Écoutez, je sais pas, pour l'instant là, je suis en France, donc je suis enseignante chercheuse en France, et donc si vous voulez, ce qui m'intéresse, c'est aussi d'expliquer ou de rendre compte à travers mes recherches d'un certain nombre de choses. Je suis pas que dans la dénonciation, et pour l'instant, je vois pas pourquoi je me censurerais en France. Après, je ne sais pas ce que fera le gouvernement chinois, ça c'est pas... Bonsoir. Ici. Alors, j'avais 3 questions.
La première, c'est, vous nous avez dit que la tibétaine publiait en chinois. Les autres textes ont-ils été publiés dans une autre langue que le chinois? Non, c'était tout en chinois, mais... Non, mais tous les textes du livre. Et oui, ils étaient tous Ils en sont chinois. tous en chinois à l'origine. Hein, Chloé? Ah, oui, oui, oui. Oui, d'accord, merci. La deuxième, c'est, est-ce que j'ai le droit ici en France de vous poser toutes les questions que j'ai envie de poser, ou est-ce qu'il faut que je fasse justement attention aux questions que je dois vous poser? Tout dépend ce que vous posez, allez-y. On vous dira si on répond ou non. Bon, donc je passerai à la quatrième. La question suivante sera, il existe aujourd'hui des IA, il existe aujourd'hui des méta-analyses faites par les scientifiques chinois, publiées par les scientifiques chinois et orientées. Est-ce que vous prenez en compte ce type d'information ou pas pour l'évolution de ce que va être l'histoire, l'évolution de ce que va être la rapidité d'évolution que va être la disparition potentielle de l'histoire de la Chine? C'est un enjeu extrêmement important. Bon, on l'aborde pas dans le livre, mais de fait, l'IA, les réseaux sociaux, etc. Enfin, les nouvelles technologies sont un vecteur de diffusion des narratifs de pouvoir. Et aujourd'hui, on est, quand on regarde les réseaux sociaux chinois, même s'il y a quand même des voix, encore une fois, et j'insiste, qui sont pas dans le cadre ou qui s'expriment de manière critique, de manière détournée, il y a quand même un discours dominant extrêmement fort, et le parti a su investir les réseaux sociaux, Internet, l'IA pour développer pour faire valoir son discours, y compris en utilisant des méthodes qui étaient autrefois utilisées par des voix critiques, notamment on a des blogueurs, des formes de participation, etc., qui visent à propager un discours de propagande. Mais ça c'est extrêmement important, oui, de fait qu'aujourd'hui il y ait des moyens qu'il n'y avait pas sous Mao en particulier, de faire valoir un discours de propagande et idéologique. Mais ce qui, si vous voulez, peut-être donner la parole, mais ce qui est il me semble important, ce qu'on veut faire valoir ici, c'est que, en fait, pendant longtemps, on s'est cru plus ou moins protégé, que ce qui se passait en Chine nous concernait pas vraiment. Et ce qui apparaît de manière de plus en plus clairement, c'est que, ça nous concerne. Ça nous concerne, et les méthodes sont les mêmes. Ça passe souvent par le fait que la Chine a des fonds, qu'elle investit énormément dans le savoir, dans la culture, et que donc elle parvient à pas toujours, heureusement, parce que chez nous aussi on a de la résistance, à imposer ces conditions, et qu'il faut être extrêmement vigilant, et que la précision des recherches du savoir est extrêmement précieuse dans ces cas-là, parce que quand on a un rouleau compresseur qui déploie un discours et qui a les moyens de le faire valoir, comme vous le soulignez absolument justement, à la fois parce qu'il occupe l'espace du discours disponible sur les réseaux, sur Internet, et parce qu'il elle a les moyens économiques d'imposer ce discours, la résistance, là, elle nous concerne, et elle est extrêmement importante, parce que cette mémoire nous en sommes aussi dépositaires, ces cultures nous en sommes aussi dépositaires, et c'est le rôle également de nos musées en France, de nos chercheurs en histoire, de nous tous qui enseignons, qui travaillons, qui recherchons et qui travaillons à l'université, de pouvoir transmettre un savoir aussi
nuancé, complexe, contradictoire, et c'est extrêmement important que on puisse le faire et que des institutions, des forums comme l'Agora des Savoirs puissent nous accueillir pour rappeler ces histoires et le faire les savoir au grand public. Et je voudrais rajouter que en Chine, il y a eu une explosion des musées. C'est vraiment une politique. Il est demandé aux musées d'être gratuits en général, ou alors très très peu cher. Donc il y a véritablement une explosion. Et il y a aussi une politique tout à fait de soft power à travers la culture, qui est tout à fait officielle, avouée. Hein. L'une d'elles est justement ces expositions, de faire venir la culture. Et c'est là où vous voyez, vous avez deux réactions. Vous avez un musée qui, le directeur du musée de Nantes avait montré lors d'une émission de télévision les emails qu'il avait reçus. Donc voilà. Et on voit bien que la Chine, comme d'ailleurs d'autres pays, ne donne rien sans rien. On va pas vous prêter des objets et vous apporter de l'argent dans votre musée pour des expositions sans rien vous demander en retour. Donc il faut simplement voir ce que l'on accepte et ce que l'on n'accepte pas, qu'est-ce qu'un musée a le droit de faire, qu'est-ce qu'un musée n'a pas le droit de faire, quelle est l'éthique, où s'arrête la non-éthique, et voir comment on doit se comporter. Merci. J'ai 2 questions. Excusez-moi, je peux pas trop me lever. Vous me voyez? Ah oui. Excusez-moi. Alors, comment se manifeste la résistance au sein du Parti communiste chinois? Et puis l'autre, vous avez en partie répondu parce que moi je devais aller à l'exposition de Nantes, la première, et puis on nous a envoyé un message en disant, et puis on a eu des copies aussi des mails. Et je m'interrogeais parce qu'il y a eu d'autres expositions dans le Var, toujours sur la Chine. L'engouement, il est arrivé très brutalement. Bon, je pense que c'est lié à ce que vous dites, le soft power chinois, qui veut répandre sa culture d'une façon ou d'une autre. Mais qu'est-ce qui l'a déclenché? Alors, en ce qui concerne la culture, c'est arrivé donc, la théorie du soft power est arrivée tardivement en Chine. Au début, ils se sont assez mal pris, mais ils ont compris assez vite. Et il a été décidé, j'ai oublié quelle année, mais enfin il n'y a pas très longtemps, que ce serait à travers la culture. Et ça fut une décision officielle. Et donc maintenant, ils font ce qu'ils ont décidé. Et donc, vous dites qu'il y a une exposition dans le Var sur la Chine? Je ne savais pas. Tu savais? Il y a eu une exposition à Draguignan il y a 2 ans. D'accord. Donc, le principal thème, c'était les routes de la soie. Et j'aurais bien aimé avoir devant moi une carte personnelle de la Chine, parce que j'ai eu un mal fou à identifier certaines régions, en partie celle de l'Ouest, le Turkestan, qui était baptisé autrement, ainsi que le nom de certaines villes. Xinjiang. Excusez-moi. Oui. Non, je l'appelle pas Xinjiang. C'est bien. Mais non, mais c'est ça. Oui. Non, je voulais juste le pays dire, des Ouïghours. c'est un problème, effectivement, dans ce genre d'exposition, il n'y a souvent pas de carte. Et ça, c'est un véritable problème. Là, il y avait des cartes, mais il y avait plusieurs cartes, mais c'était les noms. Je n'arrivais pas à retrouver le nom quand j'avais découvert la Chine, quand j'étais à l'école, au lycée, etc. Ils avaient changé les noms. Et c'était une exposition qui venait du musée Guimet. Vous pouvez écrire à Madame Lin, c'est la présidente. Je crois qu'il y avait un monsieur là. Merci pour vos interventions. Moi, j'avais 2 questions. Est-ce que vous pensez que l'annexion de Taïwan est inévitable? Et au cas où elle interviendrait, quelle serait la réaction ou la position des États-Unis? Alors, celui qui peut répondre à votre deuxième question, il est fort. Vous n'avez pas remarqué qu'il change d'avis assez rapidement? Alors, oui. Mais ça se rattache quand même au thème du livre, dans la mesure où le discours de la Chine sur Taïwan est invariant. C'est Taïwan et la 23e province de Chine. Donc,
Taïwan fait partie intégrante du territoire. Là aussi, on est face à une histoire qui est très proche du Tibet, puisqu'en réalité, le Taïwan n'a jamais appartenu à la République populaire de Chine. Une partie de Taïwan a été conquis sous la dynastie des Qing, mais d'ailleurs c'était que le sud, c'était pas l'entièreté de Taïwan, et c'était surtout c'était une base, c'était pas l'empereur à l'époque ne considérait pas que Taïwan était véritablement une partie de son territoire, était vraiment important. Et ensuite Taïwan a été conquise par, enfin cédée au Japon par le traité de Shimonoseki en 1895 et donc est restée japonaise jusque à la défaite du Japon en 45 et si vous voulez, et ensuite ça a été la base de repli des nationalistes du Kuomintang à partir de 49, qui a donc transféré à Taïwan la République de Chine et toutes les institutions de la République de Chine, y compris une grande partie d'ailleurs du musée, enfin le musée national, hein, qui était garant de la mémoire de la République de Chine. Et donc, Taïwan n'a de facto jamais appartenu au régime de la République populaire de Chine, qui a été fondé 1er octobre 49. Par ailleurs, Taïwan, c'est à partir de la levée de la loi martiale en 87, s'est démocratisé et s'est constitué en État-nation et a eu sa propre trajectoire. Hein. Donc, on est là. Comme pour le Tibet, face à un discours historique, biaisé, idéologique, que met en avant la Chine pour revendiquer voilà, son pouvoir sur cette île qui elle-même se considère de facto comme indépendante et comme étant un État-nation. Et de même que pour le Tibet, de même que pour le Xinjiang, le discours visant à dire que Taïwan fait partie intégrante de la République populaire de Chine est un discours qui est absolument partagé par tous en Chine, puisque c'est ce qu'on apprend dès l'enfance à l'école. Et tout discours alternatif, non seulement à Taïwan, mais ailleurs dans le monde, tend à être supprimé par la Chine, qui fait diverses pressions, qui sur des compagnies aériennes pour pas qu'elles mettent en avant le terme de Taïwan, pour que ce terme de Taïwan ne soit pas mis en avant. Taïwan, le terme de Taïwan est celui qui a cristallisé justement l'identité nationale de l'île, mais que donc que ce terme soit petit à petit effacé de la mémoire, de l'histoire et du quotidien. Hein. Donc on est dans un cas extrêmement similaire. Après, alors Xi Jinping a déclaré à plusieurs reprises que cette question de Taïwan, ça suffisait, il fallait la régler, qu'elle ne serait plus transmise aux générations suivantes, pardon. Et donc, mais il a pas y compris il fera un usage de la force si nécessaire, mais ce à quoi il a recours de manière plus prépondérante jusqu'à présent, c'est toutes les armes non conventionnelles qu'on a évoquées à l'instant, c'est-à-dire à la fois l'intégration économique qui ne date pas d'hier, et donc les investissements chinois à Taïwan sont extrêmement importants, et le fait d'essayer de couper Taïwan du reste du monde sur le plan diplomatique, sur le plan économique, et puis tout ce qui est guerre de l'information, guerre cognitive, etc. Taïwan apparaît comme un laboratoire pour les tactiques chinoises qui peuvent être reproduites ailleurs. Après,
si si il y aura une attaque véritablement de Taïwan, quand et comment, je suis incapable de vous répondre, évidemment. Je reviens pour une dernière question. Ici. Ah oui. Il va y avoir, avec le réchauffement climatique, près de 500 millions de personnes qui vont être déplacées. Il va y avoir des cultures qui vont disparaître, sur lesquelles il va falloir noter des petits mots en bas dans les musées. Comment est-ce qu'on va faire pour que tout le monde soit d'accord, pour que, je ne sais pas, l'île qui va disparaître et sur laquelle certains habitants habitaient puisse retrouver sa culture quelque part ailleurs avec le bon nom marqué sur la bonne étiquette. Ça vole au-dessus de moi. Non. Je suis pas sûre d'avoir très bien compris votre question. En fait, ma question était, si aujourd'hui on met pas Tibet sur une œuvre tibétaine, demain il y a 500 millions de déplacés. Parmi les 500 millions de déplacés, il y aura certaines populations qui vont carrément disparaître. Leur territoire n'existera plus. Qu'est-ce qu'on mettra sur l'étiquette? Il faudra déplacer leurs œuvres pour garder à l'humanité une preuve de leur existence, malgré la montée des eaux, malgré les catastrophes naturelles, etc. Si on ne met pas sur, je ne sais pas moi, par exemple Tahiti, sous Tahiti, qu'est-ce qu'on mettra? Eh ben, j'espère qu'on mettra effectivement le nom du pays. Mais j'ai oublié de vous dire une dernière petite précision pour le musée. C'est que des organisations qui défendent le Tibet ont fait un recours gracieux. Donc, il y a un procès en cours, un recours gracieux, au tribunal administratif pour abus de pouvoir. Et depuis, le nom Tibet, art tibétain, est disparu au profit de Tibet, Tibet occidental, oriental. Donc, c'est un progrès. Mais on est toujours dans le monde Himalaya. Donc on veut sortir du monde Himalaya. Est-ce que vous pouvez donner une estimation des massacres perpétrés par le régime maoïste depuis 1949? Parce qu'on parle souvent de 50 millions de morts ou plus. Oui, c'est 52. Ouais. Ça dépend de quoi on parle. Bon, massacre, j'utiliserai peut-être pas ce mot-là. Ça dépend de quoi on parle, encore une fois. Pour la grande famine qui a suivi le grand bond en avant, selon les dernières estimations, c'est plus de 30 millions de morts. Mais la révolution culturelle, il y a eu des cas de cannibalisme aussi, à la fois pendant la grande famine qui a suivi le grand bond en avant et pendant la révolution culturelle dans le sud de la Chine, au niveau dans les provinces du Guizhou, il y a eu ça dépend aussi, enfin il faudrait faire l'addition de tous les mouvements de masse, mais oui, c'est, si vous voulez, à chaque fois c'est des dizaines de millions de morts, donc on est face de fait, et c'est peut-être ça qu'il faut retenir, parce qu'on ne saura jamais vraiment complètement les chiffres, même si des historiens font des estimations et qu'ils les choses deviennent plus approchantes à chaque fois. Ce qui est sûr, c'est qu'on est face à un régime, il faut pas l'oublier, pour qui l'individu ne compte pas. Et si vous voulez, l'idée même de protéger les droits des individus, c'est une idée qui n'est pas du tout étrangère à la Chine, au sens où certains penseurs ont développé une pensée libérale, que ça soit, je pense à Lu Xun ou à Rouchu dans les années 30, ou voilà, ça remonte à loin, mais on est face à un régime pour qui ceux qui
qui a une conception holistique de la nation et pour lequel l'individu doit être subordonné au tout, c'est-à-dire au parti, au pouvoir, au gouvernement. On n'est pas dans une approche, voilà. Bon, après, la Chine, c'est aussi un continent, c'est 27 fois la France. 1,3 milliard, 1,4 milliard de personnes. Point de vue du pouvoir, c'est pas une vie humaine qui compte, c'est clairement pas ça. On l'a revu au moment du Covid. Ce qui prime, si vous voulez, c'est les questions de sécurité. Et quand on parle de sécurité, c'est avant tout celle de l'État, qui conditionne celle des individus, éventuellement, mais auquel la sécurité des individus peut être surtout sacrifiée. Ce qui prime, c'est l'ordre, c'est le contrôle, c'est pas du tout la liberté et l'égalité, qui sont pourtant des concepts qui ont des racines en Chine, qui sont débattus. Il y a d'ailleurs un très beau texte de Zhang Tianfan qu'on a traduit sur liberté et égalité, comment ces deux concepts clés de la modernité ont été réappropriés en Chine par des intellectuels, débattus, comment ils le voient, leur articulation dans le régime chinois, aujourd'hui, de manière située. Donc, voilà, que vous répondre. C'est à la fois ne pas oublier que pour ce régime, l'individu ne compte pas, mais que pour beaucoup d'individus chinois, beaucoup de citoyens chinois, des valeurs libérales sont des valeurs qui comptent toujours, en quelles ils croient, qui sont convoquées, qui sont débattues. Voilà. Et moi, mon premier projet de recherche sur lequel j'ai travaillé, c'était sur les questions de comment écrire l'histoire de la révolution culturelle pour orienter l'avenir de la Chine. Et je me suis intéressée à d'anciens gardes rouges qui ont passé le concours de l'université au moment où il a été restauré en 77, parce que les universités étaient fermées pendant la révolution. Enfin, en tout cas, le concours avait été supprimés, et qui sont devenus des intellectuels, des professeurs d'université, des chercheurs, et une partie d'entre eux se sont justement ont voulu revenir sur leur expérience de garde rouge et tenter de donner un sens à cette révolution culturelle qui représentait en quelque sorte le paroxysme du totalitarisme maoïste. Et c'est très intéressant de voir comment certains d'entre eux, on le voit à travers des écrits, alors même au sortir de la révolution culturelle, alors même que la Chine était encore repliée sur elle-même, où il n'y avait pas encore d'échanges intellectuels, ça s'est passé dans les années 80, il y a eu une frénésie de traduction d'œuvres occidentales dans les années 80, mais avant ça, comment des gardes rouges qui revenaient, essayaient de réfléchir sur ce qu'ils avaient vécu, sur leur propre expérience, donc de manière quasi phénoménologique, retrouvaient des principes fondamentaux du libéralisme, du droit naturel, sans avoir aucune référence. À l'époque, il y avait que la pensée Mao Zedong qui primait. Même les classiques du marxisme, même Marx, ne pouvait être lu qu'à travers sa réinterprétation maoïste du régime. Et ce qui est intéressant, c'est de voir comment, et là j'en reviens à une des thématiques essentielles de l'ouvrage, comment en réalité c'est complètement faux d'opposer de manière aussi tranchée comme le fait le pouvoir valeurs universelles qui sont identifiées à des valeurs occidentales et valeurs soi-disant chinoises qui n'auraient rien de commensurable. Non, je veux dire, les Chinois sont des hommes comme nous, et c'est très intéressant de voir comment même dans des moments de fermeture extrême de la Chine, des écrivains, des
des gens même lambda en reviennent à retrouver des valeurs fondamentales du libéralisme au sens classique et politique du terme, en se demandant qu'est-ce que j'ai vécu, où mettre des limites, comment faire en sorte que ça ne se reproduise plus, et mettre des garde-fous sur le plan juridique et institutionnel. Alors, à Montpellier, on a une statue de Mao Tse-tung sur une place. Qu'est-ce que vous en pensez? Ah bon? Oui. On l'a raté. À Odysseum, oui. Ah bon? À côté, il y a une statue de Lénine, etc. Enfin, le pire, c'est quand même Mao, hein. C'est lui qui est le pire. Elle a été érigée quand? Parce qu'on a eu un maire pendant 30 ans qui était un ancien maoïste. Ouais. Ouais. Qu'est-ce que vous en pensez? Je trouve ça, et chaque fois que je croise le maire actuel, je lui dis, mais quand est-ce que vous enlèverez cette statue? J'attends le moment où on aura le général de Gaulle sur la place Tiananmen, je sais pas. Alors, non. Mais ceci dit, c'est pas un cas isolé. Par exemple, comme tu le rappelais tout à l'heure, Katia, boulevard Saint-Germain, on a en face du Flore, on a comment dire, sur le panneau boulevard Saint-Germain, on a au-dessus le nom d'une ville, d'une rue à Chengdu, donc la capitale du Sichuan, Rongxinglu, Et c'est l'étoile rouge, et c'est pas faute d'avoir écrit à la mairie de Paris, à toutes les mairies, et on attend, elle est très difficile à enlever parce que c'est haut, il faudrait y aller à 3 heures du matin avec une échelle, mais ça fait 7 ans, en fait, c'est exactement votre histoire. Le maire du 6e est très 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 proche de l'ambassade de Chine, et donc il avait été décidé, parce qu'on a cherché les articles de journaux, donc elle a trouvé, pendant 8 jours, en 2017, il y avait un échange de 3 rues ou 2 rues avec Chengdu. Nous sommes en 2025, ça y est toujours. Ouais. Et à propos du Tibet, juste une dernière question. Combien de temples tibétains ont été détruits par la Chine? On a parlé de centaines. Oui, il y en a eu plusieurs milliers qui ont été... Mais alors, c'est pareil. Alors, moi, je sais que la première fois que je suis allée au Tibet en 1985, j'avais lu, voilà, tout était détruit. Et alors, je vais pas défendre, mais pour être honnête, il y avait encore des temples où il restait un étage au lieu de 3. Mais bon, moi, je m'attendais à ce que ce soit vraiment rasé. Alors, c'est vrai qu'il y avait énormément de ruines, mais il y avait encore des petits bouts de temples de temps en temps. Alors, grâce à cette période de libéralisation des années 80, ça a été reconstruit de manière assez extraordinairement vite et forte. Et maintenant, vous avez un nombre de temples, à mon avis, dans des endroits où il n'y en a jamais eu. Le seul problème, c'est qu'il faudrait vraiment pouvoir travailler dedans pour savoir ce qui s'y passe, puisqu'on sait très bien que depuis 2012, il y a des comités, il y a des membres du parti à l'intérieur, etc., qui ne font pas du tout ce qu'ils veulent. Mais au nombre de bâtiments, il y en a plus qu'il n'y en avait avant, je pense. Ça sert beaucoup au tourisme aussi, hein. Et puis vous avez tout un courant de Chinois qui sont devenus bouddhistes, certains très fortement bouddhistes. C'est pour ça que le grand camp de la Rongar a été détruit en partie. C'est parce qu'il y avait énormément de bouddhistes chinois, ce qui posait quand même un problème pour le gouvernement. Et dans ce camp monastique, il y avait plus de 40 000 religieux. C'était une ville, hein. Et Yarchen, c'était le même cas, c'était des nonnes, plus de 10 000 nonnes. Et c'est vrai que vous avez un grand courant ils ont voulu supprimer la religion, mais vous voyez dans les temples chinois, il y a énormément de gens, hein, et qui vont faire la divination et tout ça. Et il y a énormément de Chinois qui vont vers le bouddhisme tibétain, surtout vers l'Enigmapa, parce qu'il y a beaucoup de rituels magiques. Mais il y a énormément il y a un mouvement, effectivement, avec énormément de Chinois qui sont devenus bouddhistes. Tibétains. Bonsoir. Bonsoir, ici. Là, ici. Vous me voyez? Oui, c'est bon. Tout à fait. Merci beaucoup pour cette présentation de cet ouvrage. Ma question est assez simple, mais un peu large, je pense. Donc, pensez-vous que la situation du Xinjiang est assez similaire à la situation du Tibet? Si oui, pourquoi? Sinon, pourquoi? Non, je dirais pas ça. Au Xinjiang, il y a véritablement des camps de concentration. Il y a eu véritablement, il y a encore, oui, je crois qu'on peut employer le mot de génocide. Je l'emploierai pas du tout au Tibet. Au Tibet, ils veulent assimiler les Tibétains.
Ils veulent que ces braves Tibétains deviennent de très bons Han. Mais il n'y a pas de camp comme nous avons au Xinjiang. Vous avez en revanche quelque chose qui est très très important et problématique, c'est que vous avez des internats dans lesquels il y a plus de 800 000 enfants, c'est-à-dire la plupart des enfants tibétains qui commencent à y aller à 4-5 ans, et dans ces internats, on ne reçoit qu'une culture chinoise. C'est-à-dire qu'un enfant de 4 ans qui va dans un internat, quand il rentre chez lui 6 mois après, il parle chinois. Et comme on lui a expliqué que sa culture, elle est backward, arriérée, et qu'il y a que les gens débiles qui sont comme des Tibétains, eh bien, quand ils rentrent chez eux, ils sont très mal à l'aise, et on a des tas de témoignages de ça. Donc, effectivement, tous ces enfants qui sont éduqués maintenant en chinois, ça va poser un problème quand ils auront 20 ans. Mais ce n'est pas on n'a pas cette espèce de violence véritablement qu'il y a dans les camps qu'on peut dire de concentration au Xinjiang. Juste une toute petite précision, on est souvent dans les deux mots qui ressortent, ce sont le Tibet et le Xinjiang. On oublie souvent la Mongolie, qui est actuellement, qui est dans la même problématisation. Mongolie intérieure. La Mongolie intérieure, oui. Donc, qui est une province de Chine également, peuplée de Mongols qui avaient leur propre culture, leur propre langue, qui étaient des nomades et le parti a sédentarisé de force, et dont, d'ailleurs, on a un texte dans le livre qui parle des Mongols. On n'en parle jamais. On n'en parle absolument jamais des Mongols. Enfin, comparé au Xinjiang et au Tibet. Alors certes, il n'y a pas non plus de camp en Mongolie, mais c'est aussi une culture à part entière, extrêmement riche, pastorale, une langue qui est en train de disparaître au même titre que le tibétain et que le ouïghour. On va prendre une dernière question. Bonsoir, je m'intéresse justement aux résistants. Ouais. Et je me demandais un petit peu quels sont leurs outils pour s'exprimer, quels sont les outils qu'ils ont à disposition, notamment peut-être l'art, la culture, mais aussi est-ce qu'il y a des organisations de communautés, notamment online, pour qu'ils puissent continuer d'exprimer leurs idées. C'est une bonne question. On répond partiellement dans moi je l'aborde dans l'introduction et puis dans les présentations des textes, on revient sur la manière dont chaque texte a été publié et sur les auteurs, etc. Des communautés. Alors, en ligne, c'est devenu de plus en plus compliqué. Il y a de toute façon toujours des communautés underground, ça c'est sûr, mais tout le travail du parti, c'est de cloisonner, de séparer, de faire en sorte que des intellectuels critiques soient mis au banc, que les chercheurs n'aient plus de contact avec eux, que justement ce cloisonnement fait partie de la stratégie du parti qui vise à briser toutes les communautés. D'où un grand nombre de chercheurs et d'intellectuels qu'on traduit ici, qui sont aujourd'hui complètement isolés. Autrefois, ils étaient accueillis dans des ambassades, ils échangeaient entre eux, etc. Aujourd'hui, ils sont délaissés, y compris par leurs étudiants, leurs anciens étudiants. Il y a plus vraiment des personnes qui se parlaient encore hier ne se parlent plus aujourd'hui. Il y a cette volonté de faire très attention sur les relations qu'on a pour pouvoir se protéger. Ça, c'est une évidence. Mais il y a quand même des liens. Nous, on a mais pour rien vous cacher, on a mis dans le même livre des gens qui ne seraient pas forcément heureux de s'y retrouver ensemble parce qu'ils sont pas dans une même communauté, si vous voulez.
on a trouvé les textes on a traduit des textes parce que on les trouvait intéressants, qu'ils avaient un point de vue critique, mais il y a différents niveaux de critique, il y a différents statuts des intellectuels qu'on a traduits, et tous ne se reconnaîtraient pas dans une seule communauté. Ça c'est évident. Et voire ne seraient pas forcément ravis de se retrouver côté d'autres noms. Donc c'est nous qui avons pris la responsabilité de structurer le livre comme ça, mais c'est sûr que voilà, les choses sont assez cloisonnées, mais il y a des liens, il y a bien sûr encore des liens, bien sûr, pas ouvertement. Merci beaucoup Chloé Froissart, merci Katia Buffetry, merci à toutes et à tous.